ou ne serait-ce que simplement des tensions économiques sur les passeports, puisque je me souviens, en tous les cas, pour l'avoir vécu au Brésil, pendant toute une période, pour une raison de passeport, donc les gens ne pouvaient pas sortir. Il n'y avait pas les moyens de fabriquer des passeports, donc les gens ne pouvaient pas sortir. Donc à partir des années 90, les choses changent radicalement. On peut sortir de pratiquement tous les pays dans le monde, aujourd'hui, excepté deux, la Corée du Nord et Cuba. Mais on ne peut pas rentrer dans tous les pays du monde. Voilà, il y a un petit problème de physique, hein, de vase communicant. C'est un problème que les pays vont devoir affronter pour enrichir les capacités des différents pays qui ont la capacité d'accueillir des étrangers. Donc il y a toute une lutte entre un certain nombre de pays pour accueillir des étudiants étrangers. Et vous voyez que les étudiants chinois aux États-Unis sont plus nombreux que les étudiants latino-américains. Ils savent dès aujourd'hui qu'ils doivent eux-mêmes accueillir des étudiants étrangers qui vont enrichir leur potentiel scientifique pour l'avenir. La Malaisie est aussi à noter. Vous voyez, la Malaisie apparaît, c'est un petit pays, mais quand on compare à celle-là. Alors, à côté de ces flux que j'appellerais des flux sur sol, il existe des flux hors sol. Les flux de communication virtuels à travers Internet qui se sont énormément développés ces 10 dernières années et qui continuent de se développer avec des créations de types, bien entendu, en masse différentes. Et dans tous les pays, la croissance de l'investissement en communication, même en Afrique, la courbe est la même dans tous les pays. Alors, pas pour la même quantité de personnes. Mais ça veut dire qu'il y a véritablement on ne peut plus revenir en arrière avec l'Internet, avec la communication virtuelle. On est entré dans un nouveau monde qui a ses avantages, qui a ses inconvénients, qui est un monde de nouveautés, qui permet aux langues d'être en communication les unes avec les autres. Moi, j'ai fait des études pour mon équipe de recherche à Paris 3 sur les échanges exolingues, c'est-à-dire les sites dans lesquels on parle plusieurs langues, et c'est intéressant, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la construction de l'objet de discours. Vous savez que dans les réseaux sociaux, on parle de tout et de rien. Hein? Ah, tu sais où je suis allé hier, ah bonjour, ça paraît quand on regarde le contenu, on se dit, mais pourquoi on écrit ça? Hein? Pourquoi? En tous les cas, ça existe de plus en plus. On peut parler, on peut écrire, je ne sais plus si on doit dire parler ou écrire, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, parler-écrire. Sur Internet. Et vous voyez, de langue dans la communication hors sol sur Internet montre une hiérarchie entre les langues qui est assez intéressante. Il y a des observatoires qui permettent de vous dire comment les langues sont utilisées. Alors on a les langues par nombre d'usagers, mais ça ne permet pas de... le chinois, le mandarin arrive maintenant en deuxième position pour les langues de l'Internet, que le japonais, qui est une petite langue dans le monde, hein, qui n'est pas exportée, qui est puissant sur Internet, que le portugais est monté en puissance d'une année sur l'autre. On a à gauche les chiffres de 2008 et à droite les chiffres de 2010, pardon. Non, 2009 à gauche et 2010 à droite. Et on a donc des hiérarchies qui se modifient en fonction de la création de sites, en fonction des échanges sur Internet. Ça, c'est intéressant à voir. Ce sont aussi bien entendu, l'anglais restant la langue dominante. Alors, de ce point de vue-là, une fois qu'on sait qui apprend dans quelle langue, se pose la question de l'enseignement de la langue étrangère, de la deuxième langue. Quelle langue on va enseigner dans tel ou tel pays, dans telle ou telle institution, dans telle ou telle université. Alors, le choix d'une deuxième langue semblait encore ouvert il y a une dizaine d'années, simplement. On pensait que derrière l'anglais, vous savez, les Français imaginaient que le français pouvait, dans un certain nombre de pays, résister comme deuxième langue. Les Allemands pensaient la même chose. Et puis, on s'aperçoit que les bouleversements dus au phénomène que je viens d'expliquer sont plus importants qu'on l'imaginait et que un jour à un autre, une décision politique, une situation économique fait que, ou un phénomène politique, je parlais du mur de culture de Berlin tout à l'heure, fait qu'une langue disparaît de l'apprentissage. Donc, on est extrêmement sensible, extrêmement, il y a des variabilités énormes de ce point de vue-là, ce qui fait qu'être un professeur d'une langue aujourd'hui dans le monde
c'est quelque chose, c'est une question sur laquelle il faudra réfléchir dans les années à venir pour la formation des professeurs de langue. Former dans une langue, est-ce bien la meilleure façon de faire? Former dans une langue pour être spécialiste avec une grande compétence, de grandes compétences dans cette langue, est-ce absolument nécessaire pour tout le monde? Ou bien est-ce qu'à